Alors, deuxième débat de cette soirée spéciale sur l'éducation et les réformes en cascade du ministre Jean-Michel Blanquer. Mais avant de l'entamer, je suis obligé de vous rappeler que vous pouvez bénéficier d'une offre exceptionnelle d'abonnement à Mediapart jusqu'à 24 heures. À minuit, c'est terminé. Et pour 20 € seulement, vous êtes abonné à Mediapart durant 6 mois. Et vous avez accès à 10 années d'archives, puisque nous allons fêter le mois prochain nos 10 ans. Bon, mais le thème de ce débat, c'est que se passe-t-il à l'université ? Donc on le sait et on vient d'en parler longuement. APB, c'est fini, adieu. Et nous avons parlé longuement de la nouvelle plateforme d'inscription pour l'enseignement supérieur qui s'appelle désormais Parcoursup. Et ce que l'on sait moins, et ça va être l'objet de ce débat, c'est qu'une vaste réforme est engagée un peu à tous les étages de l'université, qui vise à sélectionner, disent ses opposants, qui vise à mieux orienter, disent les partisans de cette réforme, les bacheliers et les jeunes étudiants, les étudiants de première année. Alors, il y a un paradoxe pour l'instant dans cette réforme, on l'évoquera rapidement, et puis ça a déjà été évoqué dans le débat précédent, c'est qu'elle est appliquée avant même d'être votée. C'est assez inédit dans notre République, qui n'est certes pas parlementaire, mais plutôt présidentielle. Mais la réforme est entrée en application, la nouvelle plateforme Parcoursup fonctionne, alors que le projet de loi est, lui, toujours en discussion au Parlement. Il arrive aujourd'hui au Sénat. Il y a déjà eu 200 amendements de déposés. Il y aura certainement ensuite une navette parlementaire entre le Sénat et l'Assemblée. Donc, bref, le débat parlementaire se poursuit, mais pendant ce temps, la réforme s'applique. Alors, pour parler de ces réformes en cours, de l'état actuel et de l'état futur de l'université, 4 invités. Rachid El Guerjouma, bonsoir. Vous êtes président de l'Université du Mans et on vous remercie particulièrement d'être venu ce soir parce qu'avec les intempéries, on sait que ce n'est pas simple. Annabelle Alouche, bonsoir. Vous êtes maîtresse de sociologie. Maîtresse de conférence, oui. Maîtresse de conférence en sociologie, pardonnez-moi. Auteure de La Société du concours. Lila Lebas, bonsoir. Vous êtes présidente de l'UNEF. L'UNEF n'est plus la première organisation étudiante. Vous avez été doublée lors des dernières élections par la FAGE qu'on avait d'ailleurs invitée lors d'un précédent live à l'automne, mais l'UNEF est en pointe contre la réforme qui est en cours. Et puis enfin, Anne-Lise Neff, vous êtes maîtresse de conférence en histoire à Paris 1, Université Panthéon-Sorbonne. Ce débat, eh bien, on va tenter de l'animer avec Faiza Zerouala, qui va vous poser la première question. Donc, la réforme de l'université est engagée dans les conditions que l'on vient d'expliquer. On a l'impression que ça passe sans aucune contestation. Mais malgré tout, dans les universités, il y a une mobilisation. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment vous la qualifiez, cette mobilisation ? Est-ce que les jeunes étudiants sont sensibles à vos arguments ? Oui, tout à fait. Depuis maintenant plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, il y a un vrai travail de pédagogie qui est fait. Justement, en parler avec les étudiants, leur faire comprendre quelles sont les conséquences de cette réforme, de l'accès à l'université, mais aussi du premier cycle, et donc de tout comment s'organise la licence dans les 3 premières années. Et donc ça commence à prendre sur les campus universitaires. Moi, je ne serais pas aussi que ça. Il n'y a pas aucune contribution contre cette loi. Il y a des dizaines d'assemblées qui ont eu des universités depuis 2 semaines. Il y a eu 2 dates de mobilisation avec des milliers de jeunes dans la rue qui commencent à se faire entendre. Et c'est que le début, puis enfin, le discours du gouvernement qui disait partout qu'il n'y avait pas de la sélection qui se mettait en place à l'université, que cette réforme était uniquement technique ou en tout cas servait uniquement à orienter les étudiants, à lutter contre l'échec à l'université. Et bien, le vernis commence à s'écailler avec le lancement de la plateforme Parcoursup. Et donc, on voit enfin le décalage entre le discours et la réalité pour les étudiants à l'université. Et donc, ils commencent à se mobiliser. Oui, mais il y a quand même une mobilisation qui est relativement faible. Il y a une manifestation la semaine dernière à Paris qui a rassemblé quelques milliers de personnes. Par rapport à l'enjeu qui est celui de la sélection ou non, le mot sélection étant le tabou absolu
depuis 30 ans en France. Je ne sais pas comment vous expliquez qu'il y ait une mobilisation quand même relativement faible. Anne-Lise Neff, vous, par ailleurs, vous aviez ferraillé contre la loi LRU en 2009. Donc vous avez toute l'historique de la mobilisation. Est-ce qu'à votre sens, aujourd'hui, les ingrédients sont réunis pour essayer de lancer ce même bras de fer ? Alors, je crois qu'il faut quand même considérer qu'il y a plusieurs modalités d'opposition. Alors effectivement, si on va simplement compter les gens en manifestation, peut-être on trouve qu'il y en a un peu, ce qui n'est pas tout à fait vrai malgré tout. Je crois qu'il faudrait se rappeler ce que peut être une petite manifestation. Ce n'était pas le cas à Paris, ni le 1er ni le 6 février. Surtout sous la neige. Mais surtout, il faudrait se rappeler qu'en théorie, et on l'a dit tout à l'heure, tout ceci aurait dû se passer tranquillement en décembre entre deux conseils d'université, ça aurait dû être voté comme ça et l'affaire était réglée. Si on en parle encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une opposition. Il y a eu une opposition d'abord institutionnelle à l'intérieur des universités. Celle-là, elle n'est pas visible du grand public, mais elle existe bien. Et elle existe bien, et je voudrais quand même revenir... Et elle est où ? Parce que la conférence des présidents d'université était plutôt... Excusez-moi, alors là, je vais être un peu... On demandera, mais... Je vais être un tout petit peu désagréable, mais c'est quand même pas de la CPU qu'on attend l'opposition, quoi. Là, il ne faut pas rigoler. Je rappelle donc la CPU, c'est l'organisme qui rassemble tous les présidents d'université. Tout à fait. Les présidents d'université, notoirement, ne sont pas ceux qui ferraillent contre le gouvernement. Éventuellement, ils demandent un peu plus de moyens. Mais je laisserai ensuite mon collègue en dire quelques mots. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une véritable opposition dans les universités qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Vous pouvez juste l'expliquer. Je voudrais juste insister sur un point, parce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure, mais je voudrais vraiment le souligner. À quel point il est grave de demander à des fonctionnaires de l'État d'appliquer une loi qui n'est pas votée, c'est en faire des opérateurs du gouvernement. Ceci, en plus, sans ouvrir un débat. C'est-à-dire que ce que fait le gouvernement là, on l'a dit tout à l'heure, c'est une réforme d'ampleur, parce qu'il y a l'apprentissage, il y a tout qui va avec, d'accord ? Et il y a la licence, et on en parlera après. En fait, c'est une refonte totale du système d'éducation et de ce qu'est l'université. Il le fait sans jamais aborder de front le problème. Il a le droit d'avoir ses positions sur la question. Et nous avons le droit d'être en contradiction avec ces positions. Mais nous aimerions pouvoir en parler, et c'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, ceci dit, nous en avons parlé dans les universités, en nous opposant par les conseils élus, conseil du FR, conseil de la vie étudiante, etc., étudiants et enseignants vraiment liés dans cette affaire, pour s'opposer notamment à ce que les critères fixés par les universités, puisqu'il y a des attendus nationaux, il y a des critères par université. On y reviendra là-dessus. Voilà, ne soient pas remontés. Parce que le génie de ce gouvernement, et je voudrais quand même le dire, c'est de demander en fait à des fonctionnaires de l'État de collaborer en quelque sorte, de trouver eux-mêmes les critères de sélection dans un cadre qui n'est pas défini. Parce qu'on n'a pas de loi, parce qu'on n'a pas vraiment d'arrêté, parce qu'on n'a pas les décrets puis d'arrêtés qui viennent après, c'est-à-dire dans un cadre législatif qui n'existe pas. Donc ce que vous dites aujourd'hui, vous êtes dans le brouillard et vous êtes sur des principes qui n'ont même pas été traduits dans la loi, dans une loi adoptée. Qui ne sont pas traduits dans la loi, qui ne disent pas ce qu'ils sont réellement. Et on nous demande donc d'approuver quelque chose qui, en théorie, n'existe même pas. Anne-Lise Neff. Non, Annabelle Neff, pardon, oui, excusez-moi, décidément. C'est un honneur pour moi d'être Pardon. Justement, Annabelle Allouche, la sélection, donc le mot n'est jamais prononcé, on l'a déjà expliqué. Par ailleurs, le gouvernement, les députés, La République En Marche expliquent que voilà, finalement, on joue sur la méritocratie et que c'est l'égalité, que chacun pourra, s'il travaille, il pourra intégrer la filière de son choix et donc circuler, il n'y a rien à voir. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que cela, j'imagine. Absolument. Et ce qui est très intéressant, mais plutôt très effrayant, notamment quand on entend certains sénateurs qui ont pris la parole au Sénat aujourd'hui, c'est que finalement, la logique ou la rhétorique du mérite n'est pas si présente que ça. On justifie la sélection
non pas seulement par le mérite, par le rapport au mérite, en disant on va reconnaître maintenant les plus méritants, on justifie la sélection par une adéquation à des besoins économiques, à des besoins sur le marché du travail. Tu n'es pas assez bon pour choisir véritablement la filière de ton choix, et donc le gouvernement, va te placer quelque part parce que nous savons mieux que toi quels sont les besoins de l'économie. Et c'est la logique de fond de cette réforme-là. Et quand on entend certains sénateurs, notamment de la République... Grosperrin, absolument, des son amendement 37, qui a été particulièrement remarqué parce que, voilà, effectivement, il explique que les filières, les besoins doivent être pensés en adéquation avec le monde du travail. Et là, on est en contradiction pure avec le discours de la ministre sur la reconnaissance d'un projet, d'une motivation d'un élève. Au fond, on voit que ce qui détermine la réforme, c'est vraiment l'adéquation aux besoins économiques, aux besoins du marché du travail, et non pas le projet et la motivation des élèves. Rachid El Guerjouma, vous êtes donc membre de la conférence des présidents d'université, en tant que président de l'université du Mans, donc qui a approuvé donc cette réforme. Comment vous voyez ça? Vous parlez de sélection, vous parlez de meilleure orientation? Comment ça se... Quelle appréhension vous avez de cette réforme et comment vous êtes en train de commencer à l'appliquer? Alors en fait, la CPU déjà ce n'est pas uniforme, même si effectivement il y a quand même on va dire une manière de penser des présidents qui est certes manifeste et comme vous pouvez le constater, qui est souvent des fois précède même certaines réformes comme l'autonomie. Les présidents ont beaucoup milité pour que les universités soient autonomes. Bon, on ne pense pas tous pareil, il y a une certaine diversité. Par contre, les problèmes qui sont évoqués souvent à la CPU et puis avec un certain nombre de présidents, c'est qu'effectivement il y a un problème d'échec en premier cycle et qu'il faut effectivement trouver des solutions qui permettent aux étudiants de réussir. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On pointe surtout du doigt des fois où on monte du doigt les bacs pro ou les bacs techno dans les filières plutôt générales, mais c'est vraiment une minorité. Le souci que nous avons, nous, c'est qu'il y a beaucoup de bacs généraux qui échouent aussi. Une bonne moitié des étudiants qui arrivent et qui échouent. Donc il y a un vrai problème de leur accompagnement. En même temps, le fameux chiffre des 60% d'échecs en première année, il a été complètement démonté, ce chiffre. Non, mais le fait qu'il y ait de l'échec sous différentes formes, il y a des gens effectivement qui, au bout d'une semaine, s'en vont, etc. Donc souvent, on met sur l'université toutes ces problématiques, alors que ce n'est souvent qu'une forme de symptôme d'un certain nombre de problèmes de toute la société. C'est sûr que nous, on est souvent le réceptacle de tout un tas de situations différentes et avec des moyens, et là je pense que c'est aussi un point important, avec des moyens qui sont à minima constants, avec des étudiants en nombre qui augmentent fortement, donc avec des moyens en baisse en fait. Amener tous ces étudiants vers la réussite, c'est tout à fait impossible. Donc de deux choses l'une, soit on a conscience qu'il faut mieux accompagner les étudiants à ce moment-là, on se donne les moyens de le faire, et je pense que c'est ce que demande un certain nombre, enfin la majorité des présidents, soit effectivement on constate qu'il y a ce problème-là, on ne met pas les moyens et on tombe dans une forme de sélection qui ne dit pas son nom, c'est vrai. Donc de ce point de vue-là, un certain nombre de présidents, peut-être pas la CPU dans sa totalité, mais un certain nombre de présidents quand même militent, je mets ce mot-là entre guillemets à la CPU, mais en tout cas font tout ce qu'ils peuvent pour demander à ce que l'État, enfin le gouvernement, mette vraiment sur la table les moyens dont on a besoin, nous, pour accompagner les étudiants depuis leur arrivée. Mais donc, pardon, je repose ma question parce que je pense que elle est un peu brutale, mais c'est ce qui permet de comprendre. Vous, cette réforme, vous la vivez comme une sélection à l'entrée de l'université ou, comme le dit le gouvernement, ou ce que vous avez dit, comme des moyens nouveaux pour accompagner dans les choix, comme une orientation? Il n'y a pas de moyens nouveaux. C'est là où vous me comprenez. Voilà. Ce que je veux dire par là, il y a une volonté. Moi, notre ministre, à la limite, je lui accorde la sincérité de vouloir effectivement faire en sorte qu'il y ait plus de réussite, une meilleure orientation, etc. Sauf que si elle ne met pas les moyens en face, on a un problème.
Moi, je veux bien que chaque étudiant puisse être accompagné, qu'on fasse de la remédiation, ce que nous faisons avec les moyens du bord. À l'Université du Mans, on n'a jamais sélectionné personne, et d'ailleurs, dans les attendus on n'en a pas mis. Donc, du coup, même si on a une section STAPS qui expose, on n'a jamais fait de tirage au sort, mais ça repose sur la bonne volonté des enseignants. On a tout un tas de dispositifs pour accompagner les étudiants. On a même un taux de réussite qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale, mais c'est vraiment une volonté des enseignants. Moi, dans mon établissement, les collègues ont au moins en moyenne, autour de 70 heures complémentaires au-delà de leur service, avec des pointes en STAPS qui sont très élevées, et puis dans d'autres sections qui le sont un peu moins. Mais tout le monde a des heures complémentaires. Donc dans ces conditions, on ne sait pas comment, notamment pour la rentrée, là, faire en sorte que chaque étudiant puisse être accompagné avec des diversités de parcours, etc. Donc là, le problème, il est là. Soit on est sincère dans sa volonté de vouloir faire réussir tout le monde, et à ce moment-là, on mobilise des moyens. Des gens parlent d'1 milliard. 1 milliard sur 5 ans. Est-ce que ça vous semble suffisant? 1 milliard par an. Moi, je ne dis pas sur 5 ans. Ce qui a été évalué, c'est 1 milliard par an, mais à minima, hein, pour pouvoir... Les partis politiques sont d'accord. Ah oui, mais même la CPU. Moi, je peux dire que la CPU, dans les assemblées générales, et j'ai beaucoup, j'allais dire, agi pour que ça soit écrit chaque fois que la CPU pouvait le faire, on demande effectivement qu'il y ait 1 milliard par an mis sur la table pour qu'on puisse travailler correctement. Ça, c'est vraiment très important. Puis un autre aspect que beaucoup de gens occultent, c'est vrai qu'on peut parler de Parcoursup, etc. Mais il y a un autre aspect qui n'apparaît pas, c'est qu'on est aussi en train de mettre en place des universités à deux vitesses. Alors des universités. Le lien avec ça, si on laisse les universités mettre les attendus qu'elles veulent, parce qu'il y a des attendus nationaux, puis il y a des attendus par établissement. Si on met en place des universités dites d'excellence, avec ce qui se passe pour la réforme du bac, etc., on va se retrouver avec des universités d'excellence qui reçoivent des étudiants excellents. On va reparler de ça parce que c'est un des points clés. C'est extrêmement important. On va y revenir. Juste avant, je voulais faire réagir Anne-Lise Neff. Vous, les copies des étudiants, vous les avez entre les mains. Voilà, on dit toujours, enfin, cette réforme, elle est justifiée par ce taux d'échec de 60% qui a été démonté. Alors, de multiples reprises. Et par ailleurs, est-ce que, pour vous, le niveau des étudiants de première année de licence justifierait de barrer l'accès à ceux qui sont peut-être moins performants? Alors je pense qu'il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a d'abord la question des fameux 60% d'échecs en L1, donc en première année d'université, qui a été démonté, mais je voudrais quand même rappeler comment il est démonté, parce que sinon... Oui, il faut expliquer. Il y a donc, on estime, c'est en gros 40% qui passent en L2, donc il reste 60%, 25% de cela redouble, 25% se réorientent et 10% sortent du système supérieur, probablement, et une partie de cela sont effectivement des bacs professionnels, par exemple. Alors, la question... je rappelle juste que les bacs professionnels en L1 général, c'est 6%. Oui, parce qu'on nous donc c'est quand même pas ça qui fait dysfonctionner le système. C'est pas on nous voit l'étudiant le pourcentage de ces 6%. En licence de philosophie, absolument. Et ça a été l'un des arguments avancés par Alors moi, la ministre. J'ai envie de poser la question comme ça. C'est-à-dire que la question, c'est une question de comment on définit le rôle de l'université, parce que ça, c'est une autre question. Et est-ce que le rôle de l'université, c'est d'empêcher des gens qui ont le bac, je rappelle, puisque c'est la condition pour arriver à l'université, donc qui ne sortent pas non plus parce qu'on veut nous faire croire qu'il n'y a aucune sélection. Ils ont quand même passé le bac, d'accord? Ils ont le bac et ils ont envie de venir suivre une filière X ou Y. Peut-être vont-ils s'apercevoir que ça ne leur correspond pas. Est-ce que c'est grave? C'est la vraie question. Est-ce que c'est grave? Est-ce que cette expérience d'avoir été un semestre, une année en philo ou en que sais-je, et de repasser ensuite dans d'autres filières, est-ce que c'est un problème? C'est-à-dire que vous estimez que cette première année, elle peut être une année de découverte, d'essai, d'expérience, une année intermédiaire, en quelque sorte, de découverte du supérieur. On en a un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qu'on demande aujourd'hui aux jeunes, ce qu'on demanderait aux jeunes, car j'espère toujours que cette réforme ne passera pas, c'est de décider à 15 ans ce qu'ils veulent faire de leur vie.
et de se couper, je ne sais pas comment dire, de renoncer à des possibles par autocensure, mais aussi parce qu'il y a un certain nombre de représentations qui sont que, par exemple, les classes populaires n'auraient pas le droit d'avoir envie de faire, je ne sais pas moi, de la littérature. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Au nom de quoi ? Alors, je voudrais juste quand même terminer là-dessus. Est-ce que vous m'avez dit alors, qu'en est-il de ces étudiants ? Moi, honnêtement, je ne me suis jamais plainte de mes étudiants. Je vais commencer par là. Je sais que pas mal de collègues s'en plaignent, trouvent qu'ils écrivent pas bien, que je ne sais quoi. Il y a encore eu une petite polémique récemment. Alors moi, j'ai envie de dire une chose. Les étudiants, les élèves qui deviennent des étudiants en rentrant en L1, ils ne peuvent pas être tenus comptables des réformes qui ont été faites dans le secondaire et qui fait qu'aujourd'hui, on a perdu 1 à 2 ans d'enseignement. Oui, c'est vrai, il y a des problèmes. Mais on ne peut pas, pour cela... C'est quoi quand vous dites on a perdu 1 ou 2 ans d'enseignement ? Eh bien, ça veut dire qu'on a réduit les horaires, qu'on a... Enfin, c'est ces choses qui sont étudiées par les sociologues, et je laisserai la parole à ma voisine ensuite, mais on ne peut pas quand même les tenir comptables pour un problème qui est un problème plus vaste, qui est celui de l'enseignement secondaire. Et par ailleurs, ils ne sont pas si mauvais. Annabelle Allouche, sur... Complètement d'accord avec ce constat, puisque moi-même, j'ai beaucoup d'étudiants de L1, donc je sais, et sans doute mieux que la ministre, le niveau exact du... Qui était présidente d'université à Nice. C'est vrai, mais en tant que présidente d'université, enseignait-elle encore ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant et ce qui est effrayant, c'est effectivement ce culte ou cette culture de la précocité en France. Il faudrait que tout le monde devienne le plus jeune bachelier de France, une sorte de culte. Tous les ans, dans les journaux, vous avez le reportage sur les grandes chaînes Celui qui a le bac à 13 ans. Celui qui a le bac à 13 ans, le plus jeune polytechnicien de France, comme si c'était un idéal. Et ce que dessine cette réforme, c'est justement, donc, elle en face cette culture de la précocité qu'on trouve dans le système éducatif actuellement, et elle l'emphase, elle l'amplifie encore, en valorisant une lecture de la réussite par le classement. Pour réussir, il faudrait être classé, être sélectionné, être meilleur que les autres. Et c'est ça qui est absolument effrayant. Et on s'éloigne justement de tout un ensemble de réflexions sur le niveau des élèves, sur la manière dont on apprend à faire lire un étudiant, à faire écrire un étudiant. Et ça, c'est des vraies questions qu'on se pose tous les jours dans notre quotidien d'enseignant. Et on n'a pas au ministère d'écoute ou une interaction qui nous guide vers ça. On nous guide essentiellement et on finance la sélection, on finance notamment une dizaine de millions d'euros qui ont été débloqués pour financer justement les postes ou les vacations qui vont servir aux gens qui vont organiser les attendus ou qui vont organiser la sélection. On finance la sélection, mais on ne finance pas ou met de côté toutes les réflexions sur la manière dont on prend en charge les élèves, et notamment du point de vue des compétences qu'on leur transmet. Et ça, c'est la conséquence de dizaines d'années de précarité organisée à l'université. C'est ça la vraie question, la précarité organisée du point de vue des moyens financiers et humains à l'université, plutôt que la sélection. Lila Lebas, est ce que vous revendiquez, ce que l'UNEF revendique, justement, ce dont on parlait là, c'est-à-dire le droit pour une jeune bachelière, pour un jeune bachelier de découvrir, de se promener, de naviguer, d'échouer, d'aller voir à côté, de tâtonner. Mais évidemment qu'on revendique ça, et surtout, ce n'est pas un droit à l'erreur, c'est un droit à construire son projet d'orientation, son projet d'études, son projet professionnel. C'est ce qui a été dit juste avant. Aujourd'hui, on voudrait que des jeunes à 15, 16, 17 ans aient un avenir et un projet professionnel tout écrit, tout rédigé, et qu'ils sachent exactement ce qu'ils veulent faire. Ce n'est pas le cas. Et en plus de ça, avec cette loi, on veut leur priver de leur choix de leurs études, puisque avec les attendus, avec l'ensemble, l'avis du conseil de classe qui est demandé sur Parcoursup, avec tout simplement la possibilité des établissements de refuser des bacheliers une fois que les capacités d'accueil sont atteintes, on va choisir à la place des jeunes et donc leur imposer des filières par défaut s'ils ont une place, parce qu'il y en aura encore sûrement qui seront sur liste d'attente de manière indéfinie à la rentrée universitaire prochaine. Pardon, je vous interromps.
Justement, à tous ceux qui disaient, bon, quand même, en même temps, les 2 premières années, L1 et L2, c'est le grand jeu de massacre, et c'est aussi un gâchis humain épouvantable pour les jeunes étudiants. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi aujourd'hui il y a un taux d'échec en licence? Déjà, il est expliqué, effectivement, il y a un taux d'échec, mais il s'explique par des réorientations, par des jeunes qui découvrent des filières universitaires. Ouais. Par exemple, la psychologie, on n'en fait pas au lycée. Il y a des jeunes qui découvrent la psychologie en première année, qui se rendent compte qu'en fait, c'est pas tout à fait ce qu'ils veulent faire et qui se réorientent. C'est pas grave. Le droit, c'est pareil. Le STAPS, c'est pareil, par exemple. C'est des filières particulièrement sous tension où les jeunes, ils ont besoin de voir aussi à quoi ça ressemble et si ça correspond à leur projet d'orientation, des fois même pas à leur projet professionnel. Il y a des jeunes en licence 3, en master, qui n'ont pas un projet défini. Et on le sait très bien, il y a des métiers qui se créent tous les jours. Et donc, heureusement que les jeunes, ils n'ont pas juste un métier en tête et qu'ils ne peuvent pas en déroger. Et ce n'est pas le rôle de l'université de former à un métier. Et donc, heureusement. Par contre, il y a un échec qui existe à l'université. Parce qu'aujourd'hui, justement, par manque de moyens notamment, on ne donne pas les conditions aux étudiants pour pouvoir réussir. Il y a vraiment que, simplement, il y a des cours, on est de plus en plus nombreux, en amphithéâtre, en TD, où il est censé avoir des interactions avec les enseignants, c'est de plus en plus compliqué quand on est 40, 50, parfois encore plus en première année. Quand il n'y a pas d'évaluation en continu pour comprendre ses erreurs, pour savoir comment améliorer ce qu'on a échoué, comment tout simplement comprendre comment fonctionne le système universitaire. Quand on met un jeune qui vient d'avoir le baccalauréat dans un amphithéâtre sans lui expliquer comment prendre de notes à un cours, tout ça c'est déjà très discriminant socialement, mais en plus de ça, ça crée de l'échec à l'université. Donc posons-nous la question de pourquoi les jeunes échouent en première année, en deuxième année, et essayons de résoudre cette question-là au lieu d'étendre ces 60% d'échecs et de dire du coup la solution c'est de sélectionner et c'est d'anticiper ceux qui vont échouer, par contre, et du coup de leur empêcher d'aller à l'université. Par contre, ce qu'on leur propose, ça, on ne sait toujours pas. Et donc, c'est des jeunes à qui on va fermer les portes de l'enseignement supérieur, de l'université, et qui risquent de se retrouver sans qualification. Rachid El-Guerjouma, comment, ce qui apparaît avec la mise en place de ces attendus, c'est une bureaucratisation puissance 10 à l'université, parce que vous êtes censé examiner chaque vœu, chaque dossier. À l'université, vous parliez on parlait du peu de moyens injectés dans les universités pour réaliser cela. Comment vous allez le gérer concrètement, cet afflux de bureaucratie ? Bon, je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit précédemment, au fait que quand on arrive à l'université, souvent, effectivement, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, sauf certains, quand ils veulent faire droit, ils sont très, très effectivement polarisés sur le droit, ou ceux qui veulent faire médecine, et encore, le taux d'échec là est spectaculaire. Ouais. Si on prend la médecine, on parle beaucoup des autres filières. Mais je pense, Lila parlait du droit à l'erreur. Moi, je pense que quand on arrive à l'université, quand on n'a pas effectivement un milieu socio-professionnel ou un milieu familial sur lesquels on peut s'appuyer pour construire un projet, on est effectivement un peu démuni. Et je pense que c'est effectivement le rôle peut-être de l'université que d'accompagner ses étudiants pour affiner leur choix. Mais cela, je le dis encore une fois, c'est une question de moyens. Ou alors ça repose sur la bonne volonté d'enseignants comme ceux que vous avez autour de, puis de bien d'autres. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas, alors on oublie souvent qu'un enseignant chercheur est un enseignant et un chercheur. Donc il y a des choix à faire entre les deux activités. En plus, la carrière est souvent, on va dire, ça s'appuie sur les activités de recherche, etc. Donc de ce point de vue-là, il y a, à mon avis, à revoir d'un point de vue moyen ce que cette volonté de vouloir mieux les accompagner coûte et les mettre sur la table. Je rappelle juste un chiffre très simple. Un étudiant, enfin un lycéen, parce qu'ils sont encore au lycée, en BTS, c'est à peu près 14 000 €. Un étudiant de L1, et je mets tout dans le même paquet, que ce soit les littéraires ou les scientifiques, et même là il y a des différences, c'est à peu près 9 000, une estimation. Donc, comment peut-on justifier un tel écart ? Donc si on ne fait que la différence là, et on multiplie par le nombre d'étudiants, ça fait plusieurs milliards. Je pense qu'un pays comme la France a la possibilité de les mettre sur la table, sauf à avoir une idée
différent derrière la tête, c'est ce que nos collègues disent, de vouloir effectivement modifier l'essence même de l'université et la rendre d'une certaine façon pas forcément en phase avec ce pourquoi elle était initialement pensée, à savoir l'élévation du niveau intellectuel de toute la population. Est-ce que vous reconnaissez ce récit qui est fait très classiquement, qu'on entend très très souvent, d'étudiants, de jeunes qui viennent d'arriver à l'université, où quand même la première difficulté, c'est d'arriver à circuler dans ce qui est vécu comme un labyrinthe, comme un truc où ils sont complètement perdus, où ils ont très peu de... Il ne faut pas exagérer quand on arrive à l'université. C'est souvent des témoignages qu'on a, si vous voulez, de jeunes qui se sentent basculant dans l'université. Non, mais c'est pas non plus la jungle. C'est vrai que quand on est sentent perdus, peu accompagnés. Non, mais quand on est dans le lycée lambda et qu'on continue dans un BTS dans le même lycée, évidemment, ça ne change pas beaucoup le contexte. C'est vrai que l'université, ça a été dit, c'est une autre manière de travailler, c'est un contexte différent, c'est une forme d'autonomie qu'il faut acquérir, mais on ne peut pas la décréter. Et c'est pour cette raison-là que moi, je le dis encore une fois, et je pense beaucoup de présidents sont sur cette longueur d'onde-là, ouvrir les portes de l'université et faire en sorte que les gens puissent avoir le droit à l'échec, se réorienter en cas de besoin, etc., ça suppose des moyens. Je vais vous donner un exemple tout simple. Avec l'université d'Angers, nous avons déposé un projet, parce qu'en ce moment, c'est beaucoup d'appels à projets, même pour la formation. Avant, c'était que la recherche, maintenant, ça touche aussi la formation. Les fameux nouveaux cursus universitaires. On a déposé un projet qui a exactement pour objectif d'améliorer l'orientation, la réussite des étudiants, le lien entre le lycée et l'université. On a demandé 13 millions d'euros. On l'a obtenu. Et ça va nous permettre de mettre des choses en place. Mais le problème que j'ai évoqué souvent quand j'interpelle un certain nombre de personnes, c'est les autres n'ont pas ces moyens-là. 13 millions d'euros sur 5 ou 6 ans, enfin je ne me rappelle plus combien, ça fait quand même pas mal de moyens de permettre aux gens de faire un semestre d'observation, de mettre en place des passerelles, de faire en sorte que des étudiants aillent expliquer aux lycéens ce que c'est que l'université, pas forcément pour en faire des futurs ingénieurs électroniques, parce que moi je suis d'accord avec vous, l'université doit préparer un métier. Quand ils rentrent à l'université, 5 ans après, on ne sait pas exactement quels vont être les métiers. Annabelle Allouche, voulez-vous répondre? Alors je veux rebondir sur la question des appels à projets et des fameux 13 millions à titre de l'innovation pédagogique. Moi, je suis scandalisée par ce genre de processus. On nous met en concours, en compétition les uns avec les autres. On nous demande du temps et de l'énergie pour préparer ces fameux appels à projets sans avoir aucune certitude sur l'aboutissement de la chose. On a beau croire en notre projet, préparer des équipes, monter des équipes, préparer des projets innovants en regardant ailleurs, à l'étranger ou dans d'autres universités. On n'est même pas sûr que le ministère va finalement nous donner les moyens suffisants pour toujours améliorer notre formation dans l'intérêt des étudiants. Et ça, c'est proprement scandaleux, cette mise en concours perpétuelle qu'on ressent en tant qu'enseignant-chercheur dans les formations et évidemment dans la recherche. Comme si l'enseignement supérieur, c'était une sorte de concours perpétuel. Alors, dites-moi, je vous repose la question que vous a posée Faiza. Comment vous allez faire? Vous allez recevoir les dossiers de vœux de X milliers de futurs bacheliers. Comment vous faites? Vous les épluchez un par un? Non, pour le moment, nous, on n'a pas les moyens de le faire. Donc, nous, à l'Université du Mans, on accueille tout le monde. C'est clair. Donc ça veut dire que vous n'appliquez pas la réforme pour la rentrée prochaine? On a le droit de ne pas mettre d'attendus, on ne les met pas, parce qu'on n'a pas les moyens de les faire, c'est tout. Et je pense que mon CA a voté à l'unanimité une motion demandant à toutes les universités de ne pas mettre en place la réforme s'ils n'ont pas les moyens pour cela. Et il n'y a pas d'attendus qui tombent du ministère? Il y a des attendus nationaux, mais ça, on n'y peut rien. Ceux-là, vous ne les appliquez pas? C'est des attendus nationaux, donc on ne peut pas ne pas appliquer des attendus nationaux. C'est très intéressant. Vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas les moyens d'appliquer cette réforme. Je ne suis pas le seul. Beaucoup de présidents d'universités que je connais et qui se sont exprimés. On a envoyé, on doit être une quarantaine d'universités. Il faut peut-être vous n'avez pas reçu la tribune, avoir publié une tribune disant qu'il fallait des moyens pour tous les étudiants et pour accueillir tous les étudiants. Une quarantaine d'universités. Ça fait presque le tiers alors, ce n'est pas forcément les grandes universités parisiennes. Pardonnez-moi, mais comme les vœux ne sont plus prioritaires, vous faites comment?
Parce que là, vous Puisqu'un avez... étudiant, enfin le futur étudiant, je pense qu'il ne faut pas non plus... Après, on vous donne. D'accord. Il ne faut pas non plus, rendre le problème encore plus opaque qu'il ne l'est. Là, les étudiants qui demandent droit, vont demander droit. Ceux qui demandent STAPS vont demander STAPS. Et s'il met droit en 4e vœu et pas en premier, donc vous restez sur le principe des vœux prioritaires. Ah ben, nous, on reste sur le principe de ce que l'étudiant demande. La réforme, le ministère n'appelle pas ça une réforme pour le moment parce qu'elle n'a pas été votée, mais ils disent que c'est compatible avec le Code de l'éducation et qu'ils ont le droit de la mettre en œuvre. C'est pour ça que, non, c'est ce que dit le ministère, c'est pas moi, le ministère. Je dis simplement que pour ce qui nous concerne, ce que la réforme appelle les WICI, ceux qui normalement n'ont pas on va dire le profil pour faire telle formation et qu'on mettrait dans des WICI. Pour nous, si je prends mes collègues de la fac de sciences, ils ont identifié les bacs pro, mais ça c'est, comme l'a dit, je pense Annelise tout à l'heure, c'est quelques pourcents, puis on le faisait déjà avant, on les identifiait pour mieux les accompagner, et puis effectivement, quand on ne pouvait pas les accompagner, on les réorientait vers d'autres filières. Mais ce qu'on faisait déjà, avec en plus des moyens qui n'étaient pas au rendez-vous, on va continuer à le faire. Mais pour ce qui concerne l'Université du Mans... Aujourd'hui, c'est écrit explicitement dans les attendus de certaines filières qu'il vaut mieux venir d'un bac général. Donc pour vous, c'est juste une manière de formaliser une pratique tacite. Non, mais ce n'est pas une pratique tacite. Si je prends les STAPS pour prendre une filière sous tension, au Mans, tous les étudiants qui ont demandé la filière STAPS ont été pris. On va continuer à faire comme on le faisait avant. Et pourtant, c'est une filière sous tension. Et on a augmenté les capacités d'accueil à la demande du ministère. On a eu quelques postes pour ce faire, parce qu'effectivement, quand on essaie de... Ce que je comprends de ce que vous nous expliquez, c'est que vous n'avez pas les moyens d'appliquer cette réforme et que donc vous ne l'appliquerez pas. C'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure. Annelise, je passe la parole. Annelise Neff, vous vouliez réagir, compléter, rebondir. Oui, non, parce que la situation ne va pas être la même dans toutes les universités. Ben voilà, oui. Il y a des universités où il va y avoir une pression numérique extrêmement forte. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que là, encore une fois, on est dans un flou intégral. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on est censé examiner chaque dossier, puisque je le rappelle, la CNIL a dit qu'il ne pouvait pas y avoir de classement seulement par algorithme. Donc nous sommes censés prendre nos petits dossiers, regarder les lettres de motivation, etc., etc., et tout ce qui est, tout ce qu'on a bien voulu mettre dedans, puisqu'il n'y a pas de limite. C'est ce que le Conseil d'État a dit, on peut mettre ce qu'on veut dans le dossier. Donc vous racontez votre vie, machin. Très bien. Dans les faits, est-ce qu'on a les moyens de... Non. Donc qu'est-ce qui se dit dans les universités? Et là, il faut le dire, parce que c'est d'une perversité tellement perverse qu'il faut bien que quelqu'un le dénonce. C'est qu'en fait, on va mettre en place des algorithmes, d'accord? On va se baser sur les notes. On va faire semblant de regarder le dossier. Et s'il y a un problème, s'il y a un pauvre malheureux qui vient pour un recours, eh ben on dira, il y a un petit problème ici ou là. Voilà la vérité. C'est bien pour ça que c'est un scandale. Et c'est d'autant plus un scandale que je voudrais quand même rappeler, parce que depuis tout à l'heure, on parle de sélection, etc. Aujourd'hui, 54% des filières sont sélectives. D'accord ? Oui. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que les seules filières qui ne sont pas sélectives le deviennent. Alors même, et je voudrais là aussi le rappeler, que la mission de l'université, c'est une mission républicaine. Et c'est à ce niveau-là que la bataille se passe. Et c'est pour ça que c'est si important. Parce que c'est quand même le lieu où la population, où ceux qui ont le bac, c'est-à-dire aujourd'hui, heureusement, 80% d'une génération, heureusement, contrairement à ceux qui se plaignent tout le temps, 80% d'une génération peut avoir accès aux fruits de la recherche, à ce qui remet en cause, disons, les vérités les plus établies, etc., etc. Et des filières accessibles financièrement aux plus tout défavorisés, à fait, par ailleurs. À un prix qui n'est pas trop élevé. Et c'est extrêmement important. Et c'est aussi important parce que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, une des choses les plus difficiles qui soit pour un étudiant, et quiconque a parlé avec des étudiants et s'en préoccupe vraiment, et il y a énormément d'enseignants-chercheurs qui sont dans ce cas, heureusement, savent que de se libérer d'a priori, d'autocensure, se dire qu'on a le droit, se dire que non, l'endroit où on a voulu vous assigner, vous avez le droit de ne pas y être, ça prend du temps.
ça prend beaucoup de temps. Et c'est ce temps-là que nous demandons d'avoir. Et ça, c'est un projet républicain. Aujourd'hui, on nous parle de fake news, de trucs, de machin. Annabelle Lalouche, vous pouvez compléter. C'est une émancipation par le savoir. Alors, je suis... Et après, c'est Lila Lebas qui va avoir la parole. Elle voulait réagir. Je suis d'accord avec ma collègue et j'ajouterais même que cette réforme va, à mon avis, susciter une crise de confiance chez les élèves, chez les lycéens, chez les étudiants et chez leurs parents. Pourquoi ? Parce que l'université, c'est la promesse républicaine de l'accès à l'enseignement supérieur, de l'accès à un diplôme. Toute la scolarité, on a dit aux familles, aux parents, aux élèves, si vous travaillez, vous allez à l'école, vous travaillez et vous aurez accès à un diplôme qui vous donnera accès à un certain nombre de biens, un statut, vous protégera éventuellement du chômage. Sachant que le diplôme protège fortement du chômage, les sociologues le savent bien. L'accès n'est pas fermé. Il y a telle ou telle filière qui peut être fermée. Laissez-moi finir. Avec la sélection à l'université, le manque de moyens, les filières, la plupart des filières vont être fermées. Et donc, crise de confiance. À mon avis, cette réforme-là, ça va susciter une crise de confiance politique bien au-delà de la seule question éducative. C'est vraiment une crise de confiance du rapport à l'État. L'école, c'est l'institution, la première institution qu'on rencontre quand on est un élève. Quand vous allez à l'école, vous passez sous le drapeau, vous passez sous la devise, vous voyez la Marianne. À l'université, c'est pareil. L'institution scolaire incarne l'État. À partir du moment où Emmanuel Macron dit « l'université, ce n'est plus pour tout le monde », il se met en position de créer une crise politique qui peut avoir des résonances extrêmement fortes et dangereuses, notamment si on pense en termes électoraux, de vote, de comportements électoraux. Lila Lebas, vous vouliez... Moi, je voulais réagir un peu sur ce qui a été dit précédemment, parce que je pense que ce qui est important quand même de souligner, c'est l'hypocrisie de ce gouvernement avec cette réforme. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un vrai flou sur les conséquences, sur comment elle va s'appliquer, et que les lycéens, les étudiants ont du mal à voir comment va se passer la rentrée 2018. Pendant un semestre, on nous a dit que ce n'était pas de la sélection, que c'était juste de l'orientation. Maintenant, on nous a dit que chaque dossier allait être trié, mais de manière plus humaine. On va remettre de l'humain dans le système. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ce qui a été dit, ça va être des algorithmes locaux, partout, dans chaque établissement, qui vont être mis en place, et ça commence déjà à être mis en place de manière officieuse. Alors des tableaux Excel, des fichiers Excel maison, où on rentre des critères selon les notes, selon l'avis du conseil de classe, ça vaut 1 point, 2 points, 3 points, selon le type de baccalauréat, selon l'imagination des universités, on va trier les dossiers comme ça. Et donc en fait, c'est APB pour tous, c'est les galères d'APB pour tous, pour toutes les universités et pour tous les étudiants qui risquent de se mettre en place pour la rentrée 2018. Et ça, je pense que c'est particulièrement inquiétant. Et donc, on risque d'avoir véritablement des jeunes sur le bord de la route qui vont se retrouver sur liste d'attente de manière indéfinie et qui n'auront aucune proposition d'inscription à l'université. La garantie, c'est que le recteur... permettre la poursuite d'études, on peut imaginer que forcément, on va plus boucher les trous ça et là, plutôt que justement d'accompagner et de trouver la meilleure orientation adéquate pour chaque jeune. Ça, c'est une crainte que vous pointez. Surtout si on oriente par défaut les jeunes. Ça ne fonctionne pas à l'université. Comment voulez-vous qu'un jeune réussisse à l'université quand il voulait faire une filière et qu'on l'a orienté dans une filière XY qui n'a rien à voir, ou alors, en tout cas, c'est pas ce qu'il voulait faire. Ça crée de l'échec à l'université. Donc c'est quand même, encore une fois, hypocrite de vouloir lutter contre l'échec à l'université, de défendre sa réforme en disant on va permettre à chaque jeune de réussir, on va personnaliser les parcours, etc. Alors que derrière, on va imposer une orientation à un jeune et, encore une fois, figer son avenir pour lui-même à 17 ans, à 18 ans, en lui disant écoute, mon grand, t'es pas assez grand pour pouvoir savoir ce que tu veux faire et savoir ce que tu peux faire, et donc je vais décider pour toi, et donc soit tu vas dans telle licence à l'université, soit tu n'as pas d'autres propositions, et donc essaye de trouver une place dans un autre... Je comprends de ce que vous expliquez, Annelise Neff, sur des universités en tension et qui sont en train de mettre justement des systèmes très stricts, en tous les cas très précis, d'attendus. Et vous qui évoquez des universités plus petites, dans des situations moins tendues, où finalement ce que vous nous avez dit, c'est que pour l'instant vous n'appliquez pas la réforme parce que vous n'avez pas les moyens, à terme ça nous amène à 2 systèmes universitaires.
C'est ce que je disais depuis le début. C'est quand même le risque majeur qu'il y ait des universités à plusieurs vitesses pour des bacs aussi peut-être à plusieurs vitesses. Et la boucle sera bouclée. Moi, ce sur quoi je voulais attirer l'attention, et je rejoins ce que disait ma collègue à l'instant, c'est que toutes les universités ne sont pas effectivement soumises aux mêmes pressions. Ce n'est pas les petites ou les grandes, c'est la pression ou pas. Si je prends l'université de Nantes, qui, avec un taux de croissance très élevé, une ville très attractive, etc., ils ont vraiment des difficultés à pouvoir accueillir tout le monde. Devant cet afflux d'étudiants et devant l'absence de moyens d'accompagner ces évolutions-là, le président de l'université de Nantes, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais à mon avis, il va falloir trouver des moyens pour effectivement étudier les dossiers. Alors peut-être en mettant en place ce qui se fait dans certaines filières sélectives comme les IUT, où il y a effectivement des logiciels qui pré-trient un peu les étudiants pour qu'après les collègues s'occupent de les... Mais c'est une filière sélective, donc les IUT, ils ont le droit de sélectionner, et ils sélectionnent, comme les BTS d'ailleurs. Et le problème avec l'université, c'est que si on continue à ne pas mettre les moyens pour garder cette université ouverte, républicaine, que tout le monde a rappelé, que moi-même et nombre de mes collègues défendant, on va progressivement, par manque de moyens, c'est ce qui est peut-être le but, par manque de moyens, se mettre à appliquer ce qui s'applique dans les filières sélectives avec effectivement des contournements par-ci par-là. Moi, je ne fais pas de procès d'intention, peut-être parce que je suis président de l'université, peut-être un peu naïf parmi les présidents, mais ce que je pense, tout gouvernement peut, devant un enjeu fort de société, j'espère, faire le bon choix. On a eu Notre-Dame-des-Landes, il y a eu un choix qui a été fait. Je pense que beaucoup de gens, en tout cas chez moi en Pays de Loire, on a apprécié ce choix-là. Je pense que pour l'université, si on veut garder cet espoir républicain, parce que l'université, c'est quelque part aussi le lieu de l'ascenseur social, de l'ouverture, on va dire, culturelle, en fait, tout un tas de choses. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit ma collègue. Moi, j'enseigne en première année, je suis peut-être un des rares présidents qui continue à faire des cours. D'ailleurs, ça impressionne des fois les étudiants d'amphi relativement calme. Mais j'ai toujours plaisir à les accompagner. Et je suis convaincu qu'ils sont très différents. J'enseigne à l'IUT d'ailleurs, où c'est sélectif, et à l'université, à la fac de sciences. Et c'est... Je peux le dire au nom de tous mes collègues, c'est pour nous une mission vraiment extrêmement, on va dire, noble et qui a du sens que d'accompagner ces étudiants. Je voulais juste finir là-dessus. Ouais. Et que si jamais les moyens que nous appelons de nos voeux, même la CPU, c'est pas SNESUP, je fais la différence entre les deux, demande 1 milliard par an pour faire en sorte, et c'était avant Parcoursup. Cette demande-là, moi, depuis que je suis à la CPU, je fais voter des motions tous les ans. Bon, évidemment, c'est peut-être pas aussi bien défendu que l'autonomie par le bureau de la CPU, mais en tous les cas, on est tous là à dire, pour beaucoup d'entre nous, on a besoin de moyens pour, effectivement, que nos missions de service public soient réalisées. Parce que moi, je suis, en tant que président, extrêmement attaché à cet aspect-là. Et le fait qu'un étudiant arrive et qu'il qu'il ait besoin d'un certain temps pour effectivement savoir où il va, sachant qu'au lycée, souvent, l'information n'est pas très claire pour lui, c'est pour nous quelque chose de très très important. Et je continue, et je vais finir là-dessus, que si jamais les moyens ne sont pas mis en œuvre, on va arriver à des universités de vitesse, sachant que ce que dénonçait la collègue de la concurrence généralisée entre personnel et entre universités, ça fait un petit moment que c'est déjà mis en place avec ça existe déjà. Et puis avec des agences, il y a la pression des classements aussi. Avec des agences d'évaluation, etc., qui sont mises en place, que ce soit la CRS ou l'agence l'ANR qui distribue des moyens en recherche. On est à peu près habitué. Moi, je le déplore, mais on est à peu près habitué à ça. Là, maintenant, ça touche la formation. Les appels à projets, ce n'est plus l'idée. Non, mais très sérieusement, si on continue comme ça, à vouloir faire avec la même enveloppe tout ce que nous avons à faire, le résultat
immédiate de cela, c'est des universités à plusieurs vitesses et c'est effectivement des formations un peu de parking pour un certain nombre d'étudiants. Annabelle, vous vouliez réagir. Pardon, j'ai juste une question qui rejoint un peu ce que Rachid El Guerjouma a développé. Est-ce qu'en toile de fond, il n'y a pas toujours ces histoires de classement de Shanghai qui semblent obséder nos dirigeants? Est-ce que c'est là l'occasion de se dire on va sélectionner? De fait, les universités vont avoir un meilleur niveau, une meilleure réputation et pouvoir se distinguer dans les classements. Est-ce que ce raisonnement est juste ou la réalité le démonte? Alors je pense effectivement que dans l'esprit des concepteurs de la réforme, il y a en toile de fond la concurrence globalisée entre établissements français et étrangers. Et si on lit Emmanuel Macron, le jeune Emmanuel Macron d'il y a 10 ans, qui publie sur l'enseignement supérieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que finalement, en France, nous n'avons besoin que de 10 universités publiques d'excellence et que le reste peut relever du privé. 10 universités d'excellence de type recherche, donc qui valorisent des fonctions d'enseignement et de formation à la recherche. 10 universités qui seraient capables de concurrencer les universités anglaises, les universités américaines, Harvard, Stanford, etc. Le reste des étudiants devraient relever du privé. Ça, c'est vraiment l'esprit de la réforme. Effectivement, je voudrais revenir sur la question du sens du métier d'enseignant-chercheur, parce que ça a été soulevé par monsieur. La réforme, elle est extrêmement dangereuse pour l'identité professionnelle des enseignants-chercheurs. Moi, j'ai l'impression que la ministre, que le président de la République ne croit pas en ces enseignants-chercheurs, ne croit pas en ces universitaires. Qu'est-ce qu'on nous demande? Alors que nous sommes tous d'accord pour dire notre métier, c'est être chercheur, c'est aussi être enseignant, et le sens qu'on donne à notre métier au quotidien, c'est être avec les élèves et les accompagner. En face, j'ai un président de la République qui ne connaît pas l'université, qui n'a fait que les grandes écoles, une présidente d'université qui est devenue ministre, certes, mais je ne la vois pas trop en présidente d'université. Enfin, peut-être que je ne l'ai pas à Nice moi-même, mais elle ne me donne pas forcément envie d'avoir été à Nice en tant qu'enseignante-chercheuse. Mais moi, je suis une jeune maître de conf. On me demande non plus seulement d'enseigner, mais on me dit, maintenant, il va falloir que tu dédies des heures de service ou même des heures payées en vacation à sélectionner les étudiants. Mon métier, c'est les former, les transmettre. Et la réussite des élèves, elle est fondée sur ce cœur de métier de l'apprentissage. Vous vous rendez compte que si on m'oblige maintenant à passer des heures et des heures, parce que ça va nous prendre des heures d'examiner des dossiers, si on nous demande d'examiner les dossiers, le cœur de métier, le cœur de la réussite des élèves, c'est-à-dire la transmission en amphi, en TD ou même dans le bureau, en rendez-vous, en échange, c'est des heures qui sont perdues. C'est des heures qui sont perdues. Donc c'est pour ça que la réforme en cela, elle est dangereuse pour les... Elle déplace un problème, parce que par ailleurs, les enseignants-chercheurs expliquent devoir beaucoup sacrifier ces heures de recherche ou essayer de jongler en permanence entre toutes leurs missions. Donc là, finalement, ça ne va pas soulager les enseignants-chercheurs qui témoignent d'une grande souffrance au travail. Au contraire, on nous dit maintenant, votre cœur de métier, vous oubliez la recherche, ou certains d'entre vous peuvent faire de la recherche, les autres feront ou devront faire de la sélection. Je ne sais pas comment ça va se passer concrètement, ça ne peut que mal se passer. En tout cas, moi je pense que le président de la République ne connaît pas l'université, ne sait pas ce que c'est qu'un universitaire, ne sait pas ce que c'est qu'un enseignant-chercheur. Et je pense que ça, oui, dans les mois... En même temps, pardonnez-moi, mais il répond aussi... C'est ce qu'on a lu quand même depuis des années et des années, en gros depuis la réforme Pécresse, il répond aussi à une demande d'une partie du corps enseignant universitaire qui demande à Ocri une sélection en estimant que leurs étudiants de première année sont absolument nuls, qu'ils viennent là en tourisme. Donc il y a aussi une demande du corps universitaire qui est pour cette sélection. Organisée par la précarité. C'est la précarité organisée qui fait que certains de nos collègues, malheureusement, croient que la sélection va revaloriser leur statut. C'est absolument pas le cas. C'est absolument pas le cas. Ce qui va revaloriser le statut des universitaires, c'est les moyens en plus.
Anne-Lise Neff voulait réagir. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire ma collègue. Ce sur quoi vous insistez, en fait, c'est une sorte de perte de sens. Et c'est vrai que, mais exactement comme dans le second degré, hein, c'est pas propre à l'université. C'est-à-dire qu'à force, parce que quand on dit les étudiants, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, les étudiants sont perdus dans l'enseignement supérieur. Vous savez combien de réformes on a mis en place dans les dernières années? C'est-à-dire que on change de maquette, on change de parcours, mais tous les 6 mois. C'est hallucinant. Donc, effectivement, ils sont perdus, mais nous aussi un peu. Il y a des moments où on se dit, mais mon Dieu, alors, bon. Donc, il y a cette espèce de perte de sens. Il y a des conditions de travail, et il faut quand même le dire, qui sont extrêmement difficiles. Je vais donner un exemple simple. Qui, ici, a un bureau seul où il peut recevoir les étudiants? C'est compliqué d'accompagner un étudiant. Il faut parler de manière privée, pas au milieu d'un brouhaha ou que sais-je. Ça n'existe pas. Des choses simples nous manquent. Mais ceci dit, je voudrais insister sur une chose qui n'a pas encore été évoquée. C'est que non seulement ce Parcoursup passe un peu comme ça, sans cadre, etc., mais ce qui est prévu dans Parcoursup, fiche 17 de Parcoursup, si vous voulez regarder, c'est un changement total de la licence. Mais là aussi, sans nous dire du tout comment ça marche. On nous dit, et c'est un peu en écho à ce qu'on disait tout à l'heure avec le lycée, vous allez voir, ça va être chouette, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, vous pouvez choisir si vous allez plus vite, moins vite, vous pouvez choisir vos UE. Alors, sur le papier, c'est merveilleux, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on vous laisse le choix, c'est la liberté, c'est chacun est responsable de sa vie, etc. Nous, on ne sait pas. C'est-à-dire que la licence en septembre, elle sera absolument comme elle est maintenant. On ne peut pas faire autrement. On n'a pas les moyens. Alors on nous dit qu'il faut faire de la remédiation. C'est quoi la remédiation? Qui va la faire? Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors on a tous dit qu'on a tous déjà mis en place des choses pour essayer d'accompagner les étudiants, etc. Mais là, on est dans le vide. Et en gros, c'est nous dire, allez-y, inventez, faites. Juste, sans moyens, bien entendu. Parce qu'on va devoir conclure, mais Lila Lebas, tout ce que racontent nos invités qui sont maîtresses de conférences, est-ce que les étudiants, eux, ils ressentent aussi cette pénurie permanente, ces difficultés de l'université? Évidemment que les étudiants, ils le ressentent. Ils sont en amphithéâtre, c'est eux qui sont en cours, c'est les usagers du service public. Donc, c'est eux qui envoient directement, qui en payent les frais aussi directement sur leurs conditions d'études et sur, du coup, leur capacité ou non à réussir à l'université. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on ne peut pas avoir de lien privilégié avec des profs, comprendre, relire ses copies, comprendre ses erreurs, avoir un emploi du temps correct, lisible, justement par manque de moyens, tout ça, c'est des problèmes que les étudiants ils vivent au quotidien et qui ressentent directement sur leurs conditions d'études. Mais je voulais revenir sur la dernière chose, sur cette fameuse modularisation de la licence, c'est le terme qui est utilisé maintenant, qui voudrait une licence à la carte où chaque jeune pourrait choisir en 3 ans, 2 ans, 5 ans, 6 ans, selon comment, 2 ans aussi, on peut raccourcir le temps de la licence et ça, évidemment, c'est des inégalités qui vont s'accroître de plus en plus entre les jeunes. C'est-à-dire qu'entre un jeune qui pourra la faire en 2 ans ou en 4 ans, ça ne sera pas la même chose, la licence n'aura pas la même valeur et on n'aura pas les mêmes modules selon les universités. Et donc c'est une licence par étudiant qui en plus n'aura pas le même choix selon les établissements de l'enseignement supérieur. Sur le marché du travail, on prendra forcément celui qui l'a fait en 2 ans pas en 4. Et pas en 4. Et pendant ce temps-là, encore une fois, on accroît les inégalités sociales. On ne pense pas à ceux, par exemple, qui sont obligés de se salarier à côté de leurs études. Bon, c'est quand même quasiment un étudiant sur 2 pendant l'année universitaire. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas être salarié et avoir 45 heures de cours par semaine à l'université. Et donc, tout simplement, c'est autant de licences que d'étudiants. Et donc, c'est des inégalités sociales. Et surtout, il n'y a plus aucun cadrage. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit territorial, géographique où on a eu sa licence, elle n'aura plus la même valeur sur le marché de l'emploi. Rachid El Gajouma, pour conclure. Comme vous dites, pour conclure, je voudrais conclure sur plusieurs points. Le premier, c'est le déterminisme social. À savoir que moi, j'ai vu dans un journal au Mans une entreprise qui proposait effectivement du coaching
pour aider les lycéens à se positionner dans Parcoursup. Alors, je n'ai pas vu combien... c'est un nouveau marché qui se Oui, développe. qui- Non, mais moi, mon problème, quand même- c'est pas qu'un nouveau marché se développe. À la limite, j'ai rien contre les nouvelles les start-up de tout genre. Mais là, qui pourra... Forcément, il y a des gens qui pourront payer, d'autres qui ne pourront pas. Donc déjà, ça montre quand même qu'il y a un petit problème pour effectivement bien s'orienter. Donc, alors, si on part un peu plus loin vers la réforme du lycée, les 40% de contrôle continu, un enfant de président d'université sera peut-être mieux positionné qu'un enfant d'ouvrier. Je prends mon cas personnel, parce que je connais l'université. J'ai une fille qui est en première S et je peux vous dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Donc, heureusement que la réforme du bac ne s'applique pas à elle, parce que je pense que ça aurait été une vraie catastrophe. Bon, en tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que les risques, je parle toujours en termes de risques pour ne pas, faire de procès d'intention. Les risques sont importants que ce déterminisme social s'accentue et que les classes populaires, effectivement, soient celles qui ne soient pas prises en compte dans cette réforme. À la limite, moi, ça me gêne énormément, étant issu justement de ces classes-là. Et pas que. Deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, pour pouvoir accompagner les étudiants, on est tous conscients que les remédiations, etc., que nous faisons sont très importantes. Et ce n'est pas pour faire des licences en 4 ans, etc., mais c'est pour mieux accompagner les étudiants quand ils arrivent à l'université. Ça, je le dis encore une fois, et je fais de procès d'intention à personne, tout ce qui est marqué dans la réforme, si on avait les moyens pour le mettre en œuvre, je pense qu'il y a des choses qui sont... L'UNEF a participé aux tables rondes ou aux discussions avec la ministre au tout début. Il y a des propositions qui ont été faites. Avec des moyens, il y a des choses positives, intéressantes, qui peuvent être mises en œuvre. Mais sans moyens, je dis encore en termes de risque, c'est effectivement une forme de sélection un peu déguisée. Et moi, personnellement, en tant que citoyen, et ce n'est même pas le président qui parle, c'est le citoyen, je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Troisième chose, ça a été évoqué dans la table ronde précédente, il y a une forme de désectorisation qui fait que les gens ne vont plus aller s'inscrire dans les universités de leur académie. Ils peuvent aller dans d'autres... C'est les recteurs qui définissent les choses. Donc, de mon point de vue, c'est encore un risque de fracture territoriale. Beaucoup de gens pourront, ou les meilleurs étudiants ou les meilleurs lycéens vont candidater dans les meilleures universités. Et là, je rejoins et je fais la boucle avec Shanghai, avec les classements, les 10 universités. Moi, j'ai une carte où tous les financements extra-budgétaires qui arrivent, les programmes des investissements d'avenir, vont à une dizaine d'universités que nous connaissons effectivement. Et donc, de mon point de vue, on a déjà un problème de fracture au niveau électoral. Vous n'avez qu'à voir le vote d'extrême droite où il se situe. Si on va dans cette voie-là, on risque encore d'accentuer cette fracture. Et le dernier point pour ce qui me concerne, c'est le sens. Effectivement, moi je dirais, on a besoin de travailler sur le temps long. C'est pas normal que tous les 2-3 ans, chaque ministre arrive avec sa réforme et nous, on est là tout le temps, on est les mêmes et on essaye de répondre à des missions qui, moi je le dis, mes collègues sont d'accord avec moi, c'est l'un des plus beaux métiers du monde, mais je pense que des fois, on a besoin de se poser pour travailler. Et donc, il faut, à un moment donné, qu'on mette les moyens sur la table, qu'on garde cette université ouverte, républicaine, parce que c'est le ciment de la société. Où va-t-on aller si même cela ne fait plus partie de l'idéal républicain? Donc moi, je fais peut-être là un discours peut-être un peu incantatoire, mais je trouve qu'il faut revenir à ce qui a du sens. Et l'université française, actuellement, a du sens. Et pour finir réellement sur ces histoires de classement, on a un système universitaire qui est l'université, les organismes, on n'en a pas parlé beaucoup, le CNRS, l'INSERM, etc., et les écoles d'ingénieurs, etc. C'est assez diversifié et varié. Pourquoi vouloir tout mettre ensemble pour avoir une dizaine d'universités qui soient classées entre le MIT, Harvard, etc. On a un système qui est, adapté à une forme de population, qui est le fruit d'une certaine histoire, depuis De Gaulle, je ne vais pas revenir, qui a créé le CNRS jusqu'à maintenant. Bon, ça fait consensus jusqu'à présent. Peu importe la couleur politique, je pense que c'était une force de ce pays. Si on se met à essayer de copier un certain nombre de systèmes qui intellectuellement ne conviennent pas à ce pays-là, je pense qu'on va perdre sur toutes les lignes. On n'aura plus d'organismes de recherche dignes de ce nom, plus d'universités dignes de ce nom. Je vais finir vraiment cette fois-ci pour donner un exemple. Tout à l'heure, vous parliez de Shanghai. L'université de Strasbourg, il y avait plusieurs universités à Strasbourg. C'est les premières qui ont fusionné. Et c'est même les présidents d'université eux-mêmes qui se sont
sont mis ensemble pour fusionner. Depuis que ça a fusionné, ça fait maintenant 12 ans, c'est les premières. Il y a eu la réforme, la première, la LRU. Après, il y a eu les PIA, et il y a eu la fusion. Le classement de Strasbourg n'a pas bougé. N'a absolument pas. Il s'est même dégradé à la fin. Donc, à un moment donné, il faut faire le bilan aussi de ces réformes. On ne peut pas, effectivement, nous utiliser comme des espèces de cobayes à nous réformer en permanence sans, à un moment donné, s'arrêter et faire le bilan de ce qui a été fait. Donc, moi, pour conclure vraiment cette fois-ci... vous avez compris. Je dis simplement que l'université française a besoin de moyens et de temps pour mener à bien les missions qui sont les nôtres et que nous, effectivement, sommes prêts à tous les défis qui viennent, nous sommes prêts à les relever, mais avec des moyens. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. On va terminer sur ces mots. Si vous avez vraiment... Non ? Il me semble que vous vous retrouvez finalement sur des points de vue différents, mais sur la question assez, des moyens. Voilà. Je dirais juste un mot, c'est pas seulement une question de moyens, c'est une question de philosophie. Et je crois que tous ceux qui nous entendent doivent prendre conscience d'à quel point il est urgent, nécessaire, impératif de défendre cette université qui est aujourd'hui en danger. Absolument, et je pense que la remettre en cause, c'est poser les conditions d'une crise politique au-delà de la seule crise du monde universitaire. Très bien, merci. Et si on veut garder la philosophie, il faut des moyens. Merci bien, merci d'avoir participé à ce débat. Notre live se termine. On se retrouve, le prochain live sera le 27 février. Le dernier mercredi du mois, je me trompe peut-être sur la date, mais c'est le dernier mercredi du mois de février, avec quelques surprises du reste. Et puis vous avez jusqu'à minuit pour profiter d'un abonnement à Mediapart, un tarif préférentiel qui est de 20 € 6 mois. Merci Faiza, et à bientôt